Buongiorno a tutte e a tutti, bentornate e bentornati con noi a questo webinar organizzato da Editrice La Scuola e Hachette Français Langue Étrangère. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Elena Tagliabue. Buonasera Elena. Ciao. E Elena, come alcuni di voi sanno già, perché anzi molti la conoscono, insegna all'Istituto Comprensivo Agostino di Ippona di Cassago Brianza e ha collaborato con la casa editrice Hachette tante volte già, perché grazie ai suoi consigli siamo riusciti a portare a termine delle opere e delle operazioni difficili e ambiziose per la scuola italiana, ma ha anche avuto l'opportunità e noi la fortuna di averla come autrice di un volume che è Action pour tous, insieme al suo collega Luigi Di Somma, che salutiamo, che non può esserci oggi, ma è con noi spiritualmente. Pensano. Pensa a noi, esatto. Abbiamo anche collegati in via ectoplasmatica Amandine Bartes da Roma, che ci raggiungerà se la connessione regge durante questo incontro. Buonasera anche ad Amandine Bartes. E abbiamo anche con noi presenza altrettanto ectoplasmatica, ma tecnicamente fondamentale, quella di Stefania Zuppelli, che da Brescia assicura lo svolgimento tecnico di questo incontro. Grazie anche a te, Stefania. Allora, oggi abbiamo con noi Elena, dicevo, per affrontare un tema che sta a cuore a tantissimi colleghi, che è quello della preparazione degli alunni all'esame di Stato. Ormai questa scadenza comincia a profilarsi all'orizzonte e ad avvicinarsi e insieme a Elena vedremo alcuni contenuti, alcune astuzie, alcune strategie che sono da lei consigliate perché lei le ha provate per preparare gli alunni all'esame di Stato e tra l'altro quando ho detto che Elena è autrice di Hachette FLE, è autrice anche di una serie di rubriche dedicate proprio alla preparazione all'esame di Stato per l'opera Action, quindi trovate pagine scritte da Elena per l'esame dentro l'opera Action edita da Hachette FLE. Allora Elena, se sei d'accordo ti lascio la parola e poi annuncio solo che verso la fine, quando avremo finito la parte principale della chiacchierata, io riprenderò le cose che tu hai mostrato per far vedere dove si trovano concretamente e dove si possono trovare. Allora, a te la parola, Elena. Perfetto, allora partiamo a grandi passi verso l'esame di Stato. Veloci, rivediamo un attimino la normativa di riferimento. Allora, come tutti sappiamo, l'esame di terza media, permettetemi di chiamarlo così, almeno è più semplice, è stato aggiornato, diciamo così, nel 2017. Ci sono stati lo stesso anno alcuni poi chiarimenti e dettagli aggiuntivi dati dal Ministero, dopodiché di anno in anno non hanno fatto altro che rimandare alla normativa del 2017. Quindi noi diamo per scontato che anche quest'anno faranno la stessa cosa e andiamo a recuperare la normativa originaria, perché poi di anno in anno fanno sempre più un riassunto e quindi mancano sempre qualche pezzettino che invece io ritengo importante. Andiamo alle origini. La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, una per l'inglese e una per la seconda lingua, per noi è il francese. Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del quadro comune europeo di riferimento A2 per inglese e A1, che è quello che interessa a noi, per francese. Quindi già abbiamo chiaro qual è il livello a cui ci dobbiamo attenere. È lo stesso livello che troviamo nelle indicazioni ministeriali come obiettivo in uscita dalla terza media e anche le nuove indicazioni ripetono, diciamo, questo stesso obiettivo. Le tracce, vediamo un po', le tracce possono essere anche tra loro combinate e si riferiscono a, allora qui vedete con il colore più scuro quello che viene ripreso poi nelle circolari ministeriali successive. La parte invece più chiara in arancio
riprende la normativa originaria e non è che sia stata abrogata, cioè è rimasta così, solo che nelle circolari annuali il Ministero non sta a ripetere tutto, fa solo un accenno e rimanda alla normativa. Quindi noi la teniamo buona perché questa è. Quindi questionario di comprensione del testo a risposta chiusa e aperta, completamento in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo, elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti, lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana, sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. Ora, come vedete, queste parti che poi nei riassunti annuali il Ministero tralascia sono invece molto importanti per noi che dobbiamo preparare le prove e che dobbiamo preparare soprattutto i ragazzi alle prove. Il colloquio orale, invece, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale previsto dalle indicazioni nazionali. Quindi, per quanto riguarda il colloquio, fanno riferimento gli obiettivi in uscita previsti dalle indicazioni nazionali. Una cosa che vorrei sottolineare, scusatemi, è che mentre nelle circolari ministeriali che di anno in anno il Ministero ci ripropone, si dice che è obbligatorio testare, diciamo così, l'educazione civica, non ripete quello che invece c'era nella normativa originale, nel decreto originale del 2017, e cioè che il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere. Questo lo dico perché so di alcuni colleghi ai quali non è permesso, o meglio, il tempo è sempre poco, lo sappiamo, la coperta è corta e spesso ci sono insegnanti di materie che hanno un programma più corposo che la tirano dalla loro parte. Fatevi valere perché abbiamo non solo il diritto, ma proprio il dovere di far parlare i ragazzi. Non è necessario che parlino per mezz'ora, però 2 o 3 frasi sono già sufficienti per dare un minimo di soddisfazione ai ragazzini per tutto il lavoro che hanno fatto nei 3 anni. Ok. Allora, aspetta, ti interrompo. Elena, Sì. posso? Vai, vai. Allora, ti interrompo perché prima che cominci questa parte, per ricordare che il PowerPoint che stiamo vedendo sarà a disposizione dei partecipanti e in generale degli iscritti al webinar, quindi avrete tutte queste slide, vi arriveranno al massimo un paio di giorni dopo, cioè tra un paio di giorni, un paio di giorni dopo il webinar, e insieme a chi ha partecipato arriverà anche il link alla registrazione del webinar e anche l'attestato di partecipazione. Ecco, queste informazioni sono importanti e Certo. approfitto dell'interruzione anche per aggiungere un piccolo elemento. C'è nell'interfaccia che state usando per assistere e per partecipare al webinar, c'è un tasto che può essere a forma di punto interrogativo oppure con la scritta domande. Usatelo perché noi vediamo quello che scrivete in questo campo domande per noi e risponderemo a voce alle vostre domande. Quindi non esitate a scrivere, questo ci darà anche degli spunti per affrontare degli argomenti che siano particolarmente interessanti per voi che partecipate. Ecco già una domanda, posso condividere le slide con la mia collega di francese? Sì, ci mancherebbe. Prego. Prego, a te Elena. Benissimo, allora abbiamo suddiviso questo webinar in 3 parti per analizzare 3 aspetti relativi all'esame. Rimanete incollati allo schermo perché l'ultima parte è quella che ci interessa di più, nel senso che riguarda di più il lavoro dell'insegnante piuttosto che dell'alunno. Vi daremo diciamo una cassetta attrezzi che potrebbe esservi molto utile perché il tempo è sempre poco e le cose da fare tantissime. Ok, on va commencer. Alors, la première partie, je l'ai appelée le début à petits pas parce que je trouve qu'à partir de la première année, on doit habituer les élèves aux épreuves, disons aux exercices et aux consignes de l'examen. Ils vont travailler
le même type d'épreuve qu'ils vont après, à la fin de la 3e année, trouver à l'examen, mais ces exercices concernent les sujets, les thèmes qu'ils sont en train de traiter pendant les 3 années de collège. Donc, on va partir avec des petites choses, des sujets très simples, mais qui habituent les élèves à travailler et à trouver une méthode, une méthodologie, des stratégies qu'ils vont développer au fur et à mesure. De cette façon, en 3e année, ils seront capables de passer à des activités sur des textes un peu plus difficiles et un peu plus longs. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a préparé, par exemple, pour disons la fin du premier quadrimestre de la 1re année, un dialogue à construire, par exemple, qui correspond aux unités numéro 1 et numéro 2 du livre de la méthode Action. Il s'agit d'un dialogue qui met ensemble ce que les élèves ont appris dans ces premières unités et il donne la possibilité de réviser, de passer un exercice sommatif, de comprendre à quel point ils sont arrivés, à leur donner la satisfaction d'être capable de faire quelque chose en français et à s'habituer à créer un dialogue en utilisant un canevas fourni par la prof. Après, à chaque fois, on propose aussi de passer à l'oral, donc faire par exemple un dialogue en interaction ou bien passer à une production écrite comme un mail personnel où on n'utilise que les réponses du dialogue pour se présenter et après à un monologue qu'on peut, disons, réciter devant la classe aussi en utilisant justement que les réponses. Donc, comme ça, ils s'habituent dès le début à travailler sur les mêmes épreuves prévues pour l'examen, mais appliquées au sujet, au thème traité en 1re année. On continue comme ça. Tous les 2 unités, on a cette page à petits pas vers l'examen qui habitue les élèves à construire une méthode. On a ici, par exemple, un texte qu'on doit remettre en ordre et c'est un mail qui parle de la famille, des goûts et des préférences des personnes qui font partie de la famille. On a un questionnaire de compréhension avec des questions à choix multiples. Après, on donne la possibilité de développer le sujet. Sei un personaggio famoso, descrivi la tua famiglia in una lettera a un giornale. Donc, on utilise l'exercice numéro 1 comme modèle pour créer quelque chose, pour apprendre à produire. Et après, à l'oral, présente la famille que tu as décrit dans l'exercice numéro 3. Donc, vous voyez que c'est la même typologie des épreuves de l'examen, mais appliquée au contenu qu'on fait avec les élèves en 1re année. De même, pour la 2e année, on peut donner, par exemple, la trasformazione di un testo. Par exemple, ici, il y a le programme Colonie Ado Aventure, Nature Aventure. On a un peu disons, un peu de détails à partir desquels l'élève peut construire son compte-rendu de la journée habituelle en colonie de vacances. Donc, en 2e année, on parle de journée habituelle et là, l'élève peut s'entraîner. Donc, ça reste comme une révision de ce qu'ils ont fait, mais en même temps, une préparation à, par exemple, écrire un mail à l'examen.
On passe à l'oral, présente oralement le compte-rendu, fait attention à la prononciation. Donc là aussi, l'élève, au fur et à mesure, petit à petit, s'habitue à parler devant la classe comme si c'était devant les profs à l'examen oral de terza media, de la 3e année. On a encore l'élaboration d'un dialogue, par exemple pour les indications de direction. Et après, on demande aux élèves de jouer le dialogue. Après, on a aussi un autre questionnaire pour la compréhension d'un texte avec des questions à choix multiples. Et sur le même thème, on a un texte à compléter avec des mots donnés en désordre. Là, il s'agit de l'habillement. On peut ensuite écrire un mail. Donc, vous voyez qu'il y a à chaque fois, il y a une typologie différente, mais aussi des typologies qui se répètent parce que c'est très important d'entraîner les élèves à la production. Donc, production écrite et production orale à chaque fois. Donc, écris un mail à ton ami français pour lui parler des tenues vestimentaires que tu utilises et puis raconte oralement tes habitudes vestimentaires. On a encore un autre questionnaire concernant mettre en ordre un texte. Là, il s'agit d'une recette et après un mail personnel pour écrire, pour présenter un plat traditionnel italien de ta région. Raconte oralement la recette. Si vous voulez, vous pouvez aussi demander aux élèves de la faire, de se reprendre en vidéo et puis vous regardez le vidéo tous ensemble en classe. Et il y a aussi complète le message de marque avec les mots. Donc là aussi, un exercice pour un texte à compléter, disons un texte à trous à compléter. Donc il y a un peu de tout et systématiquement, on habitue les élèves aux typologies des épreuves et aussi à la production et écrite et orale. Ça, c'est la première partie et je tiens beaucoup à vous souligner qu'il est très important parce que bon, l'examen n'est pas comme, disons, un pansement qu'on colle à la fin des 3 années. C'est plutôt la conclusion d'un parcours. Donc, même les épreuves écrites et orales de l'examen doivent être la conclusion d'un parcours. Et c'est pour ça qu'on a proposé avec Hachette ce type de travail, tous les 2 unités dans le manuel. Je peux te couper? Oui. Je ne sais pas comment aller en arrière. Tu peux utiliser le clavier flèche en arrière. Et alors, je voulais juste donner la bienvenue à Amandine Barthès qui est... Ah, voilà. Bonjour, merci d'être là, Amandine. Bonjour, ciao Elena. Voilà, Amandine est avec nous. Excusez-moi pour le retard. Et je suis avec les profs de... Oui, Amandine est à Rome pour des rencontres avec des enseignantes et des enseignants. Pas vrai, Amandine? Exactement. Cette semaine, c'est des enseignantes de Rome. Je ne rencontre pas d'enseignants cette semaine. Nos profs de Rome qui utilisent Action. D'accord. Alors, ensuite, 2 questions qui arrivent du côté des participants. Alors, Hélène, je te les pose parce que ça concerne les 2 parties dont tu viens de parler. Alors, la première concernait la première partie de ton discours, là où tu parlais des règles qui concernent l'examen. Alors, la question, je te la pose en italien, telle qu'elle a été posée. Sì, per la normativa parliamo in italiano. Donc, non c'è menzione quindi delle competenze linguistiche nella normativa riguardante l'esame? Sì, si parla di livello A1 nella normativa riguardante l'esame. Sì.
livello A1 per francese, livello A2 per l'inglese, e si fa riferimento sia al quadro comune europeo che alle indicazioni per il curricolo. E questo livello A1 viene citato sia nelle vecchie indicazioni sia nelle nuove, quelle che sono state, la revisione che è stata fatta nel 2025 e sulla quale penso tutti stiate lavorando per insomma renderla attuativa, diciamo così, nelle nostre scuole. C'è proprio il riferimento livello A1. Sì, quindi diciamo non riguarda solo lo scritto, ovviamente, riguarda la competenza E orale, certo. E Sì, perché è il livello. Allora, per quanto riguarda l'orale, si fa riferimento alle indicazioni per il curricolo. Nelle indicazioni per il curricolo il livello è A1, quindi non ci sono dubbi a proposito. altra domanda che riguarda invece le prove d'esame. Faut-il choisir entre les typologies? C'est aux élèves. Est-ce que les élèves doivent choisir les typologies de l'épreuve? Ok, allora, qui il y a un malentendu qui revient de temps en temps, perché nella vecchia normativa cosa succedeva? Venivano proposte ed era ben specificato nella vecchia normativa. Se voi la leggete, la mettete a confronto con quella nuova, vedete che è proprio completamente diversa. Cosa si proponeva? Si proponevano, non so, un questionario e una lettera, oppure un dialogo e un riassunto, e poi era l'alunno che sceglieva se fare l'una o se fare l'altra. Adesso invece quello che l'insegnante propone, l'alunno fa, cioè non c'è più scelta da parte dell'alunno. Questa cosa però che apparentemente potrebbe metterci in difficoltà, perché magari ci sono degli alunni che sono più bravi a fare una cosa e altri più bravi a farne un'altra, può essere facilmente superata con una prova mista, e poi vedremo come fare. Adesso sarà proprio il prossimo argomento che tratteremo, quindi avrò modo di rispondere in dettaglio a questa domanda. Comunque l'alunno non sceglie, l'alunno fa quello che si ritrova sulla prova. Se voi, guardate, per togliervi il dubbio, se voi confrontate le indicazioni ministeriali relative all'esame per l'italiano, per esempio, e quelle per la lingua straniera, in quelle dell'italiano, in quelle di italiano, di lettere, insomma, del tema, c'è proprio scritto che vengono proposte, non so più se 3-4 tracce, e l'alunno sceglie una delle tracce. Invece per le lingue straniere tutto questo non c'è. Quindi se avessero voluto mantenere questa scelta come era previsto nella vecchia normativa, l'avrebbero ripetuta. Se non l'hanno messo è perché no, non si può. Sì, c'è solo una specifica. L'insegnante che poneva la domanda si riferiva agli esercizi presenti nella méthode visti poco fa, cioè sono gli alunni che scelgono quali prove fare nella preparazione a petit pas vers l'examen. Allora, la preparazione a petit pas vers l'examen può essere utilizzata in tanti modi. Possiamo utilizzarla, siccome è alla fine di ogni 2 unità, possiamo utilizzarla o come ripasso o come test sommativo per poi, per esempio, valutarlo anche in modo informale. Possiamo utilizzarla come occasione da dare ai ragazzi di mettersi in gioco e dar loro la soddisfazione di vedere che hanno fatto poco, ma caspita, ma con quel poco sono capaci di fare una cosa vera, una presentazione davanti alla classe, per esempio. Quindi dare loro la sensazione che pian pianino, ma si sta comunque avanzando. Io consiglio cioè noi li abbiamo pensati con Hachette da fare tutti, perché così i ragazzi si allenano a fare tutte le tipologie di prove, ma non solo per l'esame, ma perché effettivamente queste sono le competenze che si devono raggiungere. Per cui, diciamo così, la preparazione all'esame è una scusa per imparare un metodo e per lavorare sulle 4 competenze previste anche al di là dell'esame, insomma. Spero di aver risposto. Grazie. Prego, procediamo. Ok, on passe à la deuxième partie. On parle du final. Donc, on a marché à petits pas pendant la première, deuxième et troisième année. On arrive au deuxième quadrimestre de la troisième année. Et là, c'est le final, le grand final. Et là, on va à grands pas. Donc, on passe à l'examen, à la
la préparation de l'examen écrit et après, on va voir la préparation de l'examen oral. Pour l'examen écrit, on vous propose des épreuves guidées. Donc, ce sont des exercices guidés des différentes typologies. Il y a surtout un travail sur les questionnaires parce que c'est la typologie la plus utilisée parmi les profs italiens, mais il y a aussi les autres typologies à, disons, exercer avec les élèves, pour s'entraîner avec les élèves. Ce que je voudrais vous faire observer, c'est normalement, quand on parle de questionnaire, on a dans notre tête de prof, nous sommes un peu carrés en fait, un texte avec des questions ouvertes. Et on demande aux élèves de répondre à des questions ouvertes. Mais la compréhension d'un texte, un questionnaire, n'est pas que ça. Vraiment, il y a beaucoup d'exercices, de typologies d'exercices qu'on peut associer à un texte pour tester la compréhension. Et ne vous inquiétez pas, les questions fermées ou les autres types d'exercices ne sont pas plus faciles que les questions ouvertes. Vous jouez sur les synonymes, par exemple. Vous utilisez des distracteurs, vous utilisez des informations implicites à trouver et vous voyez que l'épreuve n'est pas trop simple, mais elle est juste pour le niveau des élèves. On vous donne des exemples, donc vous pouvez traiter dans le questionnaire des thèmes de vie quotidienne, plutôt sympa. Ici, on a le carnaval, par exemple, mais aussi des thèmes que vous avez peut-être cités en parlant de la civilisation, citoyenneté, pendant les 3 années de collège. Ici, on vous propose, par exemple, lecture du document, questions vrai-faux, questions à choix multiples et quelques questions ouvertes. 2, 3, 4 questions ouvertes, ça suffit pour donner aux élèves les meilleurs la possibilité de, disons, de montrer leur niveau, mais pas trop de questions ouvertes pour les élèves les plus faibles, pour ne pas les mettre en difficulté. Parce que ça peut arriver qu'ils comprennent le texte, mais pour eux, c'est plus difficile de s'exprimer pour montrer qu'ils ont compris. Ici, il y a aussi des conseils, soit des conseils plutôt généraux, soit des conseils spécifiques pour la question ou le type d'exercice proposé. Il y en a plusieurs. Comme ça, vous pouvez faire des entraînements avec les élèves avant de leur proposer de marcher tout seul et de faire un questionnaire tout seul. On donne d'autres exemples. Ici, c'est un autre sujet plutôt de vie quotidienne des ados. Donc, c'est une joueur de football. On donne par exemple comme exercice associe pour former des phrases complètes. Les phrases complètes forment des informations qui renvoient au texte. Donc, si tu n'as pas compris le texte, tu ne peux pas faire l'association des phrases, des 2 bouts de phrases. Ou bien, on demande par exemple de compléter la ligne du temps, la flèche du temps, avec les événements de la vie de Marinette Pichon. Là encore, quelques questions ouvertes, mais vous voyez que il y a 3, 4, 5 questions maximum. Et là aussi, c'est un exercice guidé, donc il y a des conseils. Il y a aussi des sujets, 8 milliards d'habitants sur Terre, qui sont liés, par exemple, à l'agenda 2030. Donc, vous voyez, il y a aussi des sujets de citoyenneté
comme vous préférez. Surtout, soyez cohérent avec ce que vous avez fait pendant ces 3 années avec vos élèves. Là, il y a des tableaux à compléter, par exemple. Donc, il faut trouver les informations dans le texte. Ou bien souligner les 4 types d'informations demandées en 4 couleurs différentes. Ce sont tous des exercices de compréhension du texte. Et il demande aux élèves de mettre en jeu toutes ces capacités, plusieurs capacités d'observation, de logique. Donc, tous les talents sont sollicités et les élèves peuvent vraiment donner faire de leur mieux. On continue. On passe. Oui. J'ai une question pour toi. C'est moi qui te pose la question. Hein. Ce n'est pas une question qui arrive du public. Non, je voulais te demander, lorsque tu soulignes le fait que nous avons des tableaux à compléter, des lignes du temps dans lesquelles écrire des événements de la vie de Marinette Pichon, etc., tu veux dire que nous, les profs, lorsqu'on prépare une épreuve, les épreuves pour l'examen, nous pouvons formuler des questions de compréhension dans cette forme-là aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que nous, comme je disais, on est plutôt carrés, nous les profs. Hein. On est plutôt disons, nous sommes habitués au type d'épreuve qui datait, je crois, des années 80. Donc, c'est un peu vieux, l'examen. Et on a des difficultés à s'adapter aux nouvelles typologies d'épreuves. Mais comme dans le livre, on a la possibilité d'exercer au fur et à mesure ce type d'exercice, on peut le proposer aussi dans l'examen. Alors, la normativa ci dice domande chiuse o aperte. Un tableau à compléter, c'est une question fermée. Une ligne du temps, c'est une question fermée. Il n'y a pas un seul type de question fermée. Il n'y a pas que le vrai, faux ou le choix multiple comme question fermée. Hein. Donc, nous sommes vraiment libres de proposer une variété d'exercices qui peuvent solliciter des compétences, des habilités, personnelles différentes pour s'adapter aux caractéristiques de nos élèves qui ne sont pas tous égaux. Donc, les différences qu'ils ont le droit de pouvoir s'exprimer, même à l'examen, surtout à l'examen. Merci. OK. J'espère que mes collègues soient d'accord avec moi. Hein. Mais là, c'est aussi la loi qui nous dit on ne doit pas pénaliser, on doit au contraire favoriser les élèves à s'exprimer et à faire de leur mieux. Ok, on passe au completamento di un testo. Là, vous voyez, on a déjà vu les exemples dans les exercices à petits pas. Ici, on utilise des sujets qui sont des sujets un peu, je ne dis pas difficiles, mais un peu plus adaptés au niveau qu'ils ont en 3e année, au sujet au thème qu'on a traité. Et là aussi, on propose des mots à utiliser pour compléter le texte. Ici, on a par exemple quelque chose concernant, 2 exercices concernant l'alimentation. Et après, on a aussi, disons, comme une journée habituelle dans laquelle on parle aussi de nos repas. Là aussi, vous avez une première épreuve guidée et après, vous avez des épreuves à donner aux élèves à faire tout seul comme entraînement. On a aussi cette possibilité, un texte à remettre en ordre.
Là, on a un exemple guidé et après, des exercices que les élèves peuvent faire en autonomie. Exercices guidés, ça veut dire qu'ils ont des conseils. Vous voyez sur la partie, sur le côté, avec un fond vert clair, il y a des conseils à utiliser. Là aussi, il faut proposer soit pour le texte à compléter, soit pour le texte à remettre en ordre, des textes qui soient en fait de niveau A1. Comme ça, parce que, bon, en premier lieu, parce que c'est correct. Les épreuves doivent être cohérentes avec le niveau prévu pour lequel on a travaillé, les objectifs établis par l'État, par la loi, et pour lesquels on a travaillé pendant 3 ans. Et en plus, parce que vous pouvez vraiment tester si les élèves connaissent les actes de parole et le lexique qu'ils ont rencontré, qu'ils ont utilisé pendant les 3 années de Scuola Media. Il n'y a pas besoin d'utiliser un dictionnaire si les épreuves sont bien faites. Le dictionnaire sert, surtout le dictionnaire bilingue, sert pour la traduction. Mais la traduction au niveau A1, A2 n'est pas prévue. On parle à la limite de médiation, ça veut dire que ce n'est pas une vraie traduction, mais c'est plutôt, je te dis, avec mes mots, ce que j'ai compris. Alors là, c'est autre chose. Donc, des textes qui soient d'un niveau, disons, adapté au niveau des élèves. Et des sujets, surtout, qui font partie de la vie quotidienne, de la vie familiale, dans l'ado de 13 ans, 14 ans. Après, on a la trasformazione di un testo. Alors là, je suis restée bouche bée quand j'ai vu des propositions de transformation d'un texte qui sont des exercices de style, des exercices de grammaire. Donc là, on doit tester les compétences linguistiques des élèves, pas les connaissances. Pour transformer un texte, je vous donne un exemple, transforme le texte au passé, transforme le texte au féminin. Ce n'est pas... Quelles informations un exercice comme ça vous donne à propos de la compétence des élèves? C'est une règle de grammaire à appliquer. Ce n'est pas une compétence. Nous, on vous propose la transformation, une transformation complète, pas seulement de la grammaire. Par exemple, ici, on passe d'un texte et on vous demande, à partir du texte, tu crées un autre type de texte, c'est-à-dire une fiche biographique, par exemple. Ou bien le contraire, tu prépares, vous leur proposez une fiche biographique et à partir d'une fiche biographique, ils doivent écrire une biographie d'un ado de leur âge, par exemple. Ou bien, il y a ici dans l'exercice numéro 2 un mail où on raconte des vacances qui se sont mal passées et on demande aux élèves, bon, imagine de réécrire ce texte pour dire que tout s'est bien passé en vacances. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas que la grammaire en jeu. Il y a le lexique, il y a la communication, il y a les impressions personnelles des élèves. C'est tout autre chose. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi parce que c'est ça qu'on doit tester. Ce n'est pas un exercice de style ou de grammaire. C'est une compétence linguistique globale.
Après, on a aussi le dialogue. Là, bon, on ne peut pas demander aux élèves de créer un dialogue à zéro parce qu'ils ont besoin au début d'être guidés. Et en fait, on vous propose plusieurs pages avec des exercices pour faire comprendre aux élèves la dynamique du dialogue et aussi comment passer du Canva, qui souvent est au discours en direct, aux mots en discours direct des personnages qui font partie du dialogue. Là, par exemple, on donne les questions, on donne les réponses et les élèves doivent trouver la bonne réponse parmi les suggestions données. Après, on a un Canva et on donne des répliques qui peuvent être utilisées soit pour un personnage, soit pour l'autre. Là encore, l'élève est en train de comprendre comment ça marche. Enfin, une fois qu'ils ont bien compris comment travailler, on peut proposer un Canva ou bien disons, un résumé et laisser les élèves un peu plus libres de s'exprimer. Si vous voulez, pour les élèves avec besoins éducatifs particuliers, surtout pour les élèves dyslexiques, il est conseillé de ne pas donner les répliques au discours en direct, mais de donner directement le discours direct que l'élève doit transformer de l'italien au français, en utilisant les actes de parole qu'il connaît. On arrive enfin à l'email. Là aussi, comme on a déjà vu, c'est un sujet familial qui fait partie de la vie quotidienne des ados. On a ici la présentation de la structure du mail. On a après un mail à analyser, un mail auquel on doit répondre. Ça arrive aussi à l'examen DELF. On vous donne un mail et on vous demande de répondre. Comme ça, vous avez, disons, comme une consigne un peu plus détaillée parce qu'il vous suffit de répondre aux questions de l'ami qui vous a écrit. Là aussi, il y a des conseils, des stratégies. Donc, les élèves sont très guidés au début. Après, on a un tas vraiment beaucoup de sujets à donner aux élèves, à développer pour s'entraîner à écrire un mail. Enfin, on arrive à la synthèse d'un testo. Bon, là, je vous avoue que je trouve ce type d'exercice vraiment absurde pour le niveau 1-1. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais connu un prof qui l'ait proposé aux élèves parce que c'est vraiment pour le niveau qu'on peut atteindre avec 2 heures par semaine en 3 ans, dans un contexte de scuola media où il y a aussi d'autres matières, où les classes sont très hétérogènes, où les élèves ne sont pas trop motivés parce qu'ils n'ont pas choisi d'étudier le français. Pour moi, c'est impossible, mais peut-être qu'il y a des classes très bonnes, surtout, je pense par exemple près de la France, donc dans la vallée d'Aoste ou dans le Piémont. Là, vous êtes libre, on vous donne aussi la possibilité de travailler sur la synthèse d'un texte et après c'est à vous de choisir ce qui convient à votre classe. Et voilà, et là on va répondre à la question du début, c'est-à-dire que on peut proposer ce que dans la loi italienne on a appelé traccia mista. Donc on peut combiner plusieurs types d'exercices de compréhension et de transformation, d'écriture, de dialogue, de création de dialogue dans le même examen. Là, par exemple, on a un texte, les influenceurs, donc c'est joli aussi comme thème pour les élèves. Il y a des questions vrai-faux
il y a des informations à souligner avec des couleurs différentes. Il y a quelques questions ouvertes. Après, il y a aussi un texte à compléter concernant le même thème, les réseaux sociaux et les influenceurs. Et après, il y a un mail à écrire concernant ce thème. Donc, comme vous voyez, vous pouvez combiner les 4 typologies pour rendre l'épreuve faisable, mais surtout agréable pour vos élèves. Avant de passer à l'examen oral, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a tout d'abord une collègue qui confirme ce que tu disais, qui dit je ne me fais jamais faire de résumé, car c'est une compétence d'école supérieure. Ouais, je suis d'accord. Ça va dans le sens que tu disais tout à l'heure. Et voilà, nous n'avons pas d'autres interventions de la part des participants, mais je vous invite à bien noter et à nous écrire vos questions et vos impressions. N'hésitez pas à écrire et à utiliser le bouton questions qui est dans l'interface du webinaire. Ouais. Je crois que dans cette deuxième partie, on a un peu répété, révisé ce que nous connaissons déjà si nous sommes profs au collège depuis quelques années, si on a vécu, disons, le changement de 2017. Mais j'ai voulu quand même vous souligner quelques aspects. Pour les nouveaux profs peut-être, mais aussi pour nous rassurer, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qui est juste pour nos élèves. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a la possibilité de valoriser tout le monde. Question de la part du public. Oui. La rielaborazione personale e domande personali non sono più contemplate? Alors, si vous voulez, vous pouvez les mettre. Mais mon opinion, c'est que c'est quelque chose de vieux. Plutôt, vous faites comme dans cet exemple, vous donnez un texte sur un thème, sur un sujet, et après, vous demandez aux élèves d'écrire un mail. Donc, vous posez les mêmes questions. Les élèves doivent quand même donner ces informations que vous avez demandées, mais sous forme de mail ou de billets d'invitation, par exemple. Donc, c'est quelque chose de plus lié à la réalité concrète, à la vie concrète des élèves. Oui, Par exemple, oui. Non, je voulais juste lire parce que peut-être que tout le monde n'arrive pas à lire les questions, non, les propositions de contenu de l'exercice sur l'email, sur les influenceurs. Là, dans la consigne, on peut lire dans ton email, tu devras dire pourquoi cet influenceur t'intéresse, parler des contenus qu'il ou qu'elle propose, etc., etc. Et puis dire ce que tu penses des influenceurs et des influenceuses en général. C'est-à-dire, il y a un côté personnel, mais l'email ne doit pas concerner que le côté personnel, mais il y a aussi des questions de compréhension. Enfin, des questions, ce n'est pas des questions en fait, un développement qui se base sur la compréhension du texte. Oui, la question, je comprends très bien la question de la collègue ou du collègue, je ne sais pas, parce que en fait, avant 2017, on avait un texte avec des questions ouvertes concernant les informations du texte et après, une ou deux questions personnelles sur le thème. Exemple, on parlait du sport et après, on demandait, tu fais du sport, quel sport tu pratiques, quand, avec qui, comment tu fais pour les pratiquer, tu vas où, etc., etc. Donc, l'élève faisait comme une sorte de mini-thème, un temino, hein, on leur demandait ça. Mais ça, c'était l'ancien. Maintenant, on a
beaucoup plus de possibilités pour ancrer ce type de questions dans un type d'exercice, dans la réalité avec un type d'exercice plus concret. Donc, il ne s'agit plus d'une réponse à des questions, qui était plutôt un exercice, disons, plutôt scolaire, mais si on veut qu'il parle de son rapport au sport, du sport qu'il pratique, de comment il fait, quand, où, avec qui, on donne une consigne séparée qui reprend quand même le thème du sujet du questionnaire et disons le cadre est différent. On peut obtenir les mêmes informations mais avec un cadre différent, plus concret et plus réel, disons plus ancré à la réalité quotidienne. Je ne sais pas si vous êtes oui. satisfait de On a ma... déjà des réactions du genre merci, c'est très clair, merci Anna. Okay. Et il y a juste une autre question qui concerne un autre type de question fermée, le vrai ou faux. On nous demande si dans le vrai ou faux, il faut toujours poser la question de justifier les réponses fausses, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi la réponse est fausse. Ok, alors là, en fait, ce que je fais, c'est de demander aux élèves de justifier toutes les réponses en soulignant dans le texte l'information qui leur a donné, disons, l'indice pour répondre correctement. Parce que, en fait, je comprends cette question, parce que souvent, on a l'impression que nos élèves, ils cochent au hasard et ils devinent. Mais si on leur demande de souligner les mots-clés, ça suffit. Avant tout, je les habitue dès le début, donc dès la première année, à souligner les mots-clés, c'est-à-dire les mots qui donnent l'information nécessaire pour répondre vrai ou faux. Et ça, c'est très utile parce qu'ils sont obligés de chercher la réponse. Et je leur dis, si vous cochez la bonne réponse, mais qu'il n'y a pas la justification, donc il n'y a pas le mot-clé souligné, pour moi, ce n'est pas correct. Je vais vous pénaliser, donc je vous enlève des points. Parce que, bon, au début, il faut quand même comme une sorte de chantage pour les habituer à travailler. Ouais. Mais après, ils comprennent. Au bout de la première année, quelquefois, on arrive au début de la deuxième année, ils comprennent que s'ils soulignent, s'ils trouvent les mots-clés, ils ont tout juste. Et donc, ils prennent du plaisir à le faire. Alors, je pourrais peut-être élargir ta réponse en disant, il n'y a aucune indication ministérielle qui dise que dans le vrai ou faux, il faut demander une justification pour la réponse. Mais si on le fait, et si on entraîne les élèves à le faire au cours de l'année ou des années précédentes, on obtient de meilleurs résultats. Ouais, ouais. Voilà. Parce qu'on est sûr qu'ils ont appris à lire un texte pour le comprendre. Parce que sinon, ils se limitent à faire ce que j'appelle l'examen de la vue. Allora gli dico, non siamo dall'oculista, perché poi cosa fanno? Trovano la parola, nel testo c'è la parola, ok, è vero, però magari nel testo c'era scritto ce n'est pas difficile. Nella domanda c'è scritto c'est difficile, vrai, faux. Loro vedono difficile, ok, è vero, ah, ce n'est pas difficile, donc il faut comprendre toute la phrase, il concetto, pas seulement le mot en soi. Et c'est pour ça que je les habitue, j'insiste, hein. C'est dur de leur faire comprendre et accepter ça. Mais moi, je résiste. Alors, il y a une autre, je demande pardon parce que nous avons de nombreuses questions, mais
je voudrais aussi qu'Elena enchaîne ensuite sur le reste du discours qu'elle a préparé, mais il y a une question que je veux retenir, je demande pardon aux autres, et elle concerne l'évaluation. Alors je te la dis, Elena. Allora, buongiorno, vorrei sapere come valuta all'esame questa prova? Se si basa sul vecchio schema comprensione, produzione, uso strutture e poi fa una media, come valuta le singole risposte, per esempio un punto per la comprensione, uno per la produzione, uno per la grammatica, eccetera, se ha una griglia da condividere, puntini. Alors là, si Hachette est d'accord, on pourrait faire un deuxième webinaire sur ça, sur cette question-là, parce que en fait, il y a un monde. Alors, disons, je fais le résumé du résumé du résumé. Pour les questions fermées, on peut donner 1 point pour chaque réponse. Et d'habitude, je construis les épreuves de façon à ce que il y ait au moins, disons, le 50% des informations explicites. Comme ça, je peux être sûre que tout le monde a la possibilité d'avoir au moins 5 sur 10 comme note. Parce qu'il faut éviter le 4, hein, parce que là, c'est vraiment une tragédie. S'ils arrivent à 5, et puis ils arrivent à faire un petit peu de questions implicites ou des questions pour lesquelles on demande un minimum de raisonnement, on arrive au 6, tout le monde a la possibilité d'arriver à la suffisance. Pour moi, c'est top. Le reste, c'est pour donner, disons, aux élèves les meilleurs, la satisfaction d'avoir bien fait pendant 3 années et d'avoir bien réussi les épreuves de l'examen. Nous avons une question qui nous permet d'enchaîner, en fait. Parce qu'une collègue pose une question par rapport aux élèves avec besoins éducatifs particuliers et élèves H sur le fait si les épreuves avec des niveaux progressifs peuvent être utilisées ou s'il vaut mieux faire des épreuves spécifiques. Et comme je sais que tu vas en parler après quand tu présenteras des modèles d'épreuves, je crois qu'on peut lui annoncer qu'on en parlera dans quelques minutes. Je vais juste compléter concernant l'évaluation. Donc, pour les questions fermées, c'est ça. Pour les questions ouvertes concernant la compréhension du texte, je n'évalue pas la production écrite. J'évalue seulement la bonne réponse. S'ils ont compris, alors ça va. C'est un point, là aussi, 2 points. Ça dépend de vous. Vous faites comme vous voulez. Pour la production, je trouve que un niveau 1-1 où les erreurs formelles sont physiologiques font partie du niveau, évaluer contenu et forme comme on faisait il y a quelques années, pour moi, ce n'est pas moralement correct, ce n'est pas cohérent. Donc, je vous invite, pour ce qui concerne l'évaluation de la production écrite, à dépasser cette mentalité ancienne qui vient, je crois, de l'étude du latin et du grec et à utiliser les grilles d'évaluation du DELF A1, de la production écrite. Vous prenez un livret, chez Hachette, on en a plusieurs, des livrets, il y a les grilles et aussi les stratégies pour évaluer le niveau A1. Et après, on enchaîne. Bon, très vite sur l'examen oral et après, je vais parler de ce que tu as dit, Nicolas. OK? On va donner une boîte à outils au prof. Je peux continuer? Vas-y. OK. Pour l'examen oral, on a 3 possibilités. Soit l'élève parle de soi. Et ici, on a plusieurs sujets qui reprennent ce qu'on a fait pendant les 3 années de collège. Vous voyez, on donne aux élèves des phrases modèles à personnaliser ou à compléter selon ses goûts, ses préférences et ses capacités aussi, ses compétences.
On peut parler de soi, de la famille, du collège, de la maison. On peut parler aussi, par exemple, des loisirs préférés, des vêtements, du style vestimentaire, du meilleur ami, de la meilleure amie. Et là, il s'agit d'une description de quelqu'un d'autre, d'une troisième personne. Ça peut être aussi un champion de sport, par exemple. Ça peut être un chanteur, un acteur. Ça peut être un professeur. Et moi, je dis aux élèves, si vous faites la description de Madame Coupebeuf, vous aurez 10, comme ça. Mais c'est pour rigoler, bien sûr. Et après, le voyage, les vacances, par exemple. Et après, on peut, deuxième possibilité, proposer un dialogue, un jeu de rôle, comme on fait, par exemple, aux examens d'ELF. On peut, par exemple, proposer des images et demander aux élèves, bon, vous êtes dans un magasin de vêtements et vous choisissez un vêtement et vous achetez, vous demandez, donc vous créez un dialogue avec la prof. Ça peut être, par exemple, demander des indications de direction. Donc, vous arrivez à l'examen oral avec un plan d'une ville quelconque et vous dites aux élèves, bon, tu imagines d'être là et tu dois aller au musée de la science et tu demandes des indications. Ça peut être, tu vas à la piscine ou à la salle de gym pour demander des informations sur les horaires des cours, le type de cours. Ça peut être, tu vas à la pharmacie parce que tu te sens pas bien et tu demandes un médicament. Donc, disons, des jeux de rôle sur des sujets traités en classe, des situations dont on a parlé en classe pendant les 3 années de collège. Là aussi, c'est joli parce que normalement, on propose les jeux de rôle à chaque fois pour chaque situation de la vie quotidienne qu'on propose en classe. Donc, c'est joli de faire le même type de travail à l'examen aussi. Et sinon, il y a aussi la possibilité d'utiliser un sujet qui a été traité dans la civilisation, dans la partie de civilisation ou de citoyenneté. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Pour chaque thème qu'on a traité dans le livre, donc les symboles de la France, le système scolaire, la géographie gastronomique, la mode, la littérature française et le sport, on donne des possibles, disons, des possibles sujets tirés d'autres matières pour les relier. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé de sport en classe comme sujet de civilisation. Bien. Vous dites aux élèves, bon, si tu veux relier ce thème, regarde dans dans ces nuages qu'on propose ici, si par exemple, tu as parlé du futurismo et boccioni in arte, bon, tu peux parler de sport. La vitesse, par exemple, vous savez, le mouvement. In scienze, avete fatto le teorie evoluzionistiche. Ok, tu peux parler du sport, de caractères qui se transmettent ou qui ne se trasmettent pas. In tecnologia può essere il logo di un avvenimento sportivo, può essere uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi non è che gli alunni devono partire dall'argomento di francese per poi allacciare tutti questi qua, ma il contrario. Loro vanno a vedere tra tutti gli argomenti delle varie materie che ci sono qui, se ce n'è uno che possono inserire nel loro percorso e poi vedono quale argomento di francese possono connettere in modo sensato. Esempio, in educazione civica, io alunno faccio parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi della mia città e quindi voglio portare il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ok, che cosa posso portare in francese? Guardo tra tutte le possibilità, vedo che c'è qui
un'educazione civica al Consiglio Comunale dei Ragazzi, si collega con, per quanto riguarda il francese, le système scolaire français. Ok, je peux relier le système scolaire français. Altro esempio, in tecnologia parlo dei nuovi materiali biodegradabili riciclati per produrre, che ne so, abiti, per esempio. Vado a vedere se tra tutte queste nuvolette relative alle altre materie c'è qualche cosa. Sì, trovo qui tecnologia, utilizzo di nuovi materiali, riciclo. Ok, alors je peux parler de mode en français. In arte parlo della liberté guidant le peuple. Ok, alors on peut relier avec les symboles de la France, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessaire de tout relier. Il suffit de chercher une matière, un sujet que l'élève a déjà traité, a déjà inséré dans son parcours concernant une de ces matières pour trouver quelque chose qu'on a fait en français et qui peut être relié de façon logique et pas forcée. Ça va, Nicolas? Il y a Nicolas des questions là-dessus? Alors, pas de questions sur cette partie, donc passons au support pour les enseignants. On passe à la deuxième partie. Là, c'est la boîte à outils pour les profs. On a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'élèves et très peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Pour l'écrit, je vous propose une sorte de checklist à utiliser. Vous pouvez la donner aux élèves et à chaque fois qu'ils sont en train de faire la compréhension ou qu'ils sont en train de compléter ou de remettre en ordre en texte, ils peuvent utiliser ces questions comme guide méthodologique pour acquérir une stratégie systématique qui, au fur et à mesure, deviendra automatique et pourra être mise en place lors de l'examen sans avoir la checklist sous les yeux. Par exemple, osserva attentamente la grafica, controlla se c'è un titolo, un autore, una fonte, osserva se ci sono delle immagini, leggi le consegne, se non le capisci chiedi subito chiarimenti all'insegnante, leggi il testo una prima volta e poi leggi il testo una seconda volta, cerca di capire chi, dove, quando, qual è la struttura logica, c'è un ordine cronologico, c'è un ordine, non so, descrizione di una casa, c'è un ordine dall'esterno all'interno o viceversa o dall'alto in basso. Rileggi il testo per la terza volta. Sono tutte cose che noi diciamo ai ragazzi, però se gli diamo una checklist e gli diciamo quando l'hai fatto fai una crocetta, loro si rendono conto se lo stanno facendo oppure se fanno finta, perché all'inizio è difficile far acquisire queste buone abitudini, perché hanno la tendenza a leggere una volta, magari anche superficialmente, e poi buttarsi subito sulle risposte. Quindi manca tutto il lavoro di vera comprensione. E per insegnare loro a farlo abbiamo davvero bisogno di dar loro un metodo, delle strategie chiare e ripetibili di volta in volta. Poi abbiamo per esempio, allora quello è il testo e le consegne, ok, va bene in ogni caso. Poi ne abbiamo alcuni punti che sono invece tipici, utili per il questionario. Leggi tutte le domande una prima volta, leggi le domande una seconda volta, leggi le domande una terza volta, sottolinea le parti del testo che a tuo avviso contengono le risposte o gli indizi per rispondere. Ecco quello di cui vi parlavo prima, quindi giustificare le tue risposte. Se devi rispondere a delle domande chiuse, potresti trovarti di fronte a diversi tipi di risposte, vero o falso. Anche lì loro hanno la tendenza a non fare attenzione a tutte le parti. Per esempio, ieri Sophie è andata a Parigi in treno, per esempio. Magari Sofia è andata a Parigi in treno, ma non ieri.
Oppure ieri Sofì è andata a Parigi ma non in treno. Oppure ieri Sofì è andata in treno ma da un'altra parte. Oppure ieri qualcuno è andato effettivamente a Parigi in treno ma non era Sofì. Quindi anche il vero o falso non è detto che sia così semplice come sembra, perché se la domanda contiene diverse informazioni e poi l'alunno deve scegliere qual è l'informazione interessata dal vero o dal falso. Se si tratta di una scelta multipla, per esempio, ci sono i distrattori, cioè quelle informazioni presenti nel testo ma che non rispondono a quella domanda lì, oppure ci sono informazioni implicite che non sono espresse chiaramente, però ci sono elementi nel testo che con un piccolo ragionamento mi permettono di arrivare alla risposta giusta. Quindi, come vedete, non è vero che la risposta chiusa è più facile della risposta aperta, anzi spesso è vero il contrario, perché nella risposta aperta a volte basta semplicemente copiare quel pezzettino di testo e la imbroccano, insomma, detto proprio così papale papale. Bene, abbiamo per esempio poi dei consigli per rispondere alle domande aperte, cioè ci sono veramente tante cose. Adesso vado avanti perché sennò non finiamo più. Abbiamo 10 minuti. Per il completamento di un testo, per esempio, consigli per il checklist per il completamento di un testo, per il riordino di un testo, una checklist per la lettera o l'email personale, oppure per l'elaborazione di un dialogo, oppure per la riscrittura e trasformazione di un testo, o per, abbiamo messo anche la sintesi di un testo, perché comunque la normativa lo prevede, anche se è raro. Per quanto riguarda l'orale, abbiamo detto prima, abbiamo fatto vedere degli schemi da utilizzare con tutte le funzioni comunicative che potrebbero essere utili, che poi devono essere personalizzate dall'alunno. Prendiamo per esempio, descrivi il tuo migliore amico, descrivi il professore, descrivi il tuo calciatore preferito. Hanno bisogno di ripassare il lessico. Allora abbiamo qui un recap lexique pour l'oral che potrebbe essere utile per ripassare con i ragazzi quelle parti di lessico che potrebbero essere utili per completare in modo personale gli actes de parole che sono proposti negli schemi che abbiamo fornito. Abbiamo la descrizione fisica e il carattere, per esempio, abbiamo la maison, si vuole parlare della propria casa, le collège, les lieux du collège per parlare della scuola, abbiamo les sports et les loisirs, abbiamo les vêtements e les accessoires e abbiamo anche uno schema molto utile, soprattutto perché il passé composé non è proprio di livello A1, però magari qualcosina riusciamo a fare per gli alunni un po' più bravini e quindi abbiamo anche uno schema che può aiutarli per esempio a raccontare le vacanze. Infine, siccome siamo da soli e dobbiamo proporre 3 prove, perché poi una verrà estratta, vi proponiamo 3 prove miste con dentro un po' tutte le tipologie. Sono 3 prove equivalenti, perché spesso cosa succede? Sì, creo 3 prove, però c'è sempre una che è un po' meglio delle altre, un'altra che magari mi è venuta un po' più difficilotta e quindi magari mette in difficoltà gli alunni. Ecco, qui abbiamo 3 prove dove veramente il livello è equivalente, sono strutturate allo stesso modo e sono leggermente diverse l'una dall'altra, in modo da giustificare il fatto che comunque sono 3 prove diverse, ma hanno la stessa struttura, quindi nessuna di queste mette in difficoltà i ragazzi, nessuna li favorisce inutilmente. Abbiamo per esempio una mail da rimettere in ordine, quindi riordino di un testo, poi delle domande relative a questa mail e abbiamo l'uso di distrattori, l'uso di domande implicite, l'uso di sinonimi, per cui devo veramente capire il concetto per rispondere. Poi abbiamo leggi la mail e rispondi alle domande, qui abbiamo un vero o falso. Poi abbiamo leggi completa il testo utilizzando le parole date in disordine. Scrivi un piccolo dialogo seguendo questo canovaccio
Poi abbiamo anche un testo, les voyages scolaires, quindi qualcosa che fa parte anche della loro esperienza di vita di alunni, con delle domande aperte, e poi abbiamo un input per creare un piccolo testo, una mail a un alunno, quindi una produzione scritta. Non è che dovete darglielo proprio tutto, però questo è un punto di partenza. Noi ve ne diamo 3. Sono tutti costruiti allo stesso modo, come vedete. Cambia magari, non so, per esempio qui abbiamo gli alimenti nel testo da completare, qui invece abbiamo i vestiti, però fa sempre parte di quello che i ragazzi hanno studiato. Nel dialogo qui si parla di alimenti e invece di là si parla di indicazioni stradali, per esempio. Quindi riusciamo a combinare all'interno dello stesso testo i vari temi che sono stati trattati. E in questo modo i ragazzi, uno di questi che sanno meglio lo troveranno, no? Oppure ce n'è uno che magari non sa tanto bene, recuperano con gli altri esercizi. Prima parlavamo degli alunni con BES. A parte le domande aperte, tutti gli altri esercizi sono fattibili anche da loro. Possiamo per esempio evitare, mettere come facoltativi il 5 e il 6, esercizio 5, quindi domande aperte, e l'esercizio 6, scrivi la mail, in modo tale da dare ai ragazzi con una preparazione più solida la possibilità, insomma, di anche sfoggiare le loro competenze, senza però penalizzare gli altri, dando loro comunque la possibilità di arrivare al livello loro consueto, quindi una sufficienza, un più che sufficiente, un buono, insomma. E come vedete abbiamo queste 3 prove che sono davvero equivalenti, che se vogliamo possiamo utilizzare direttamente come prove d'esame, possiamo utilizzarle come simulazioni per prepararci all'esame, possiamo utilizzarle anche come prove sommative per classi parallele, perché so che in alcune scuole per esempio le fanno. Possiamo utilizzare solo alcune parti e ricomporle in una prova che è più adeguata al programma che abbiamo seguito, per esempio. Speriamo di aver fatto cosa gradita e soprattutto utile, e rimaniamo a vostra disposizione. Allora, rimaniamo a vostra disposizione, ma scriveteci a webinar@gruppolascuola.it, così risponderemo anche alle email successive. Ma intanto io vorrei, Elena, prima di sentire le ultimissime domande, approfittare degli ultimi minuti perché alcune colleghe ci hanno chiesto dove si trovano questi materiali. Allora mi piacerebbe poter mostrare. Ecco, Stefania, se riesci a farmi visualizzare lo schermo, faccio una carrellata velocissima, prometto, così vi do una mappa su dove recuperare gli strumenti di cui ha parlato Elena questa sera. Allora, cominciamo dalla prima cosa di cui ha parlato, cioè questa rubrica A petit pas vers l'examen, che accompagna le classi fin dal primo anno fornendo degli esercizi che corrispondono alla tipologia delle prove d'esame, ma con dei contenuti che sono relativi a quello che i ragazzi hanno imparato fino a quel momento, nel primo anno e nel secondo anno e eventualmente nel terzo. Allora, questo si trova nei volumi principali, ogni 2 unità, alla fine delle unità, dalla unità 2 alla 12. Quindi parliamo dei volumi 1 e 2 nell'edizione in 3 volumi e del volume compact nell'edizione compact. Quindi questo è nel volume dell'alunno, quindi ce l'avete voi e ce l'hanno anche gli alunni. Poi abbiamo parlato qui nelle ultime diapositive di Elena del recap grammaire e recap verb. Ah, ecco, no, Elena parlava del recap lexique, adesso ci arrivo, ma prima abbiamo anche il recap grammaire e recap verb, cioè un breve riepilogo di questi aspetti grammaticali e di verbi, di coniugazioni che possono essere utili per l'esame. Questi sono nel carnet de révision, quindi il volumetto che è allegato al volume 3 o al volume compact. Parlo del volume 3 perché questo contenuto specifico è nel volume 3. Carnet de révision allegato al volume 3. Elena, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo dire che questo volumetto esiste anche per gli altri 2 volumi, ma qui parliamo di questo perché stiamo parlando d'esame. Esattamente. E nello stesso volumetto, quindi Carnet Revision 3 o Compact, abbiamo anche, ecco, queste pagine che Elena ha mostrato poco fa, cioè il recap lexique pour l'oral. Sono quindi in questo volumetto allegato. In seguito, Elena ha dedicato diverse schermate all'allenamento, alle prove di esame, alle esercitazioni guidate e poi alle esercitazioni libere. Ecco, queste si trovano in un dossier che si intitola Esame di Stato, che è nel volume principale 3 o nel volume principale compact. Intendo con volume principale non il volumetto allegato, ma proprio il volume che gli alunni hanno normalmente. Quindi nel 3 e nel compact si tratta di un dossier di 68 pagine con gli allenamenti per l'esame. 50 Poi, esercitazioni ci sono. prego. Scusa? 50 esercitazioni ci sono, quindi ha voglia. Hai voglia, sì. Beh, non è che devono farle tutte, i poveri alunni. Però possiamo scegliere. Però c'è la scelta, giusto? Allora, poi abbiamo parlato di, ecco, di questa terna di prove per l'esame di Stato. Questa si trova nel libro de test, quindi un volume riservato all'insegnante. E qui sono, vi ho segnato le pagine, qui pagine 198-211. Ah, non trascuriamo il fatto che all'inizio, prima di queste prove, c'è un breve testo scritto da Elena che risponde a molte delle domande che ho visto scorrere, ma a cui forse non riusciamo a rispondere, visto che sono quasi le 6:30, l'ora di fine del nostro webinar, ma nel testo introduttivo a questa parte sull'esame c'è davvero, Elena si dilunga su diversi, no, affronta diversi aspetti dell'esame che possono essere utili. Sì, quindi, tra cui, scusa, solo una piccola cosa, tra cui il fatto che questa prova è a gradini, nel senso che gli esercizi sono in ordine dal più semplice al più difficile. Quindi ritorniamo a quello che chiedeva poi una collega in una delle domande. Bravissima, giustissimo. In seguito abbiamo parlato di queste bellissime checklist. Allora, sono veramente una cannonata. Queste si trovano nel Guide Pédagogique. Vedete la copertina in alto a destra. Nel Guide Pédagogique, pagine 238-242, ci sono queste checklist che potete fotocopiare e dare agli alunni, che permettono veramente di non dimenticare nulla nello svolgimento della prova, per imparare proprio un metodo per affrontare le prove. In seguito, ecco, no, queste sono le cose principali che abbiamo visto, ma volevo sottolineare il fatto che tutti gli elementi che vi ho mostrato a schermo li trovate anche in digitale, per cui anche se non avete sotto mano il libro cartaceo, chiedete al vostro agente di zona l'attivazione dell'ebook del libro, e quando l'ebook è aperto sulla piattaforma Bismart in modalità insegnante, come voi siete registrati e accreditati dalla vostra agenzia, la scuola della vostra zona, siete accreditati come insegnante, a quel punto accedete al libro digitale, lo stesso che hanno gli alunni, ma anche con questi contenuti in più. Vediamo solo dove sono. Questa è la schermata che vi appare quando selezionate il libro su Bismarck, quindi ci sono tutti i volumi, compreso il meraviglioso Action pour tous, scritto da Elena Tagliabue insieme al suo collega e amico, il grande Luigi Di Somma. Quindi questi sono i volumi. Se voi aprite un volume, per esempio il volume Action Compact che ho aperto adesso, fate clic su quella cosina che pulsa lì in alto a sinistra, che è come un menu verde chiaro. Cliccando lì accedete all'elenco delle risorse presenti nel libro, e se cliccate lì qui su Ressources, accedete in particolare all'elenco dei materiali per l'insegnante, ed è questa la miniera d'oro dove trovate i PDF con la checklist, con le prove di esame di esempio scritte da Elena. E ecco, questa è una schermata in cui si vede l'elenco delle risorse a disposizione dei docenti. Questo i ragazzi non lo vedono, lo vedete solo voi insegnanti quando accedete al libro digitale e siete stati accreditati come docenti sulla piattaforma. Ecco, questo era quello che volevo dire e affrontare, così sappiamo anche dove sono le cose di cui abbiamo parlato.
Elena, volevi aggiungere qualcosa? Direi che abbiamo detto tutto. Siamo Allora, stati un'equipe, come al solito, molto produttiva. No, volevo benissimo. solo sottolineare che Luigi è come se fosse presente, perché noi lavoriamo sempre insieme, e oggi non poteva essere presente fisicamente, però insomma lui è sempre con me, ecco. Sì, no, sempre con noi perché insieme a te e a molti altri insegnanti che collaborano con Hachette, dei punti di riferimento costanti e importantissimi per poter fare dei libri che corrispondono poi a quello di cui voi avete bisogno in classe. Amandine, volevi aggiungere una parola, un saluto? Ringrazio Elena per questi piccoli e grandi passi verso l'esame, tutto molto, molto chiaro, e avendo sul finale c'è una panoramica globale di tutte le risorse, sono veramente molto contenta e spero che i nostri colleghi possano preparare i ragazzi al meglio, e quindi buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, Grazie. ringrazio tutti e tutte quelle che hanno partecipato. Chiedo scusa alle persone a cui non siamo riusciti a rispondere stando nei tempi. Mi sono appuntato una proposta di argomento per un prossimo webinar che arriva da un insegnante che ha partecipato oggi. Elena, poi parliamo. Chiedeva se si può fare un webinar sulla valutazione dell'orale nei 3 anni di corso, e non si riferiva all'esame. Mi sembra un tema interessantissimo e sul quale sarà bello soffermarci insieme. Intanto grazie davvero a tutti e spero che ci rivedremo presto. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.